Le faible statut actuel en vitamine D des populations vivant dans les pays développés est impliqué dans de nombreuses maladies telles que le rachitisme, l'ostéomalacie, l'ostéoporose, l'insuffisance coronarienne, le cancer, les maladies infectieuses et les maladies auto-immunes. Le statut vitaminique optimal pour prévenir ou traiter toutes les maladies précitées fait l'objet de débats. Dans une étude publiée en 2010, on a noté que la relation entre les niveaux de vitamine D et la mortalité semblait être une courbe en forme de U, ce qui signifie que de faibles niveaux de vitamine D étaient associés à une mortalité accrue, mais aussi des niveaux qui étaient trop élevés avec le sommet de la courbe apparaît autour de 75 ou 80 nanomoles par litre. Pourquoi le niveau de vitamine D plus élevé pourrait-il être associé à un risque plus élevé? Eh bien, c'était une étude de population, donc on ne peut pas être sûr de ce qui est venu en premier. Peut-être que la vitamine D plus élevée a conduit à un risque plus élevé, ou peut-être que les maladies associées ont conduit à la prescription de la vitamine D. Une autre explication est que ces études sont faites dans des pays scandinaves, où ils ont tendance à prendre beaucoup d'huile de foie de morue comme supplément de vitamine D, dont une cuillère pourrait dépasser la limite quotidienne supérieure tolérable d'apport en vitamine A, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives. Une méta-analyse mise à jour plus récemment a montré que lorsque les niveaux de vitamine D dans la population augmentent, la mortalité semble baisser et rester basse au-delà de 75 nanomoles par litre. Alors, quelle est la dose sûre qui nous amènera probablement au niveau optimal? 1000 unités par jour devrait permettre à la plupart des gens d'atteindre l'objectif de 75 nanomoles par litre. 2000 à 4000 unités par jour augmente le taux de la vitamine D de 20 à 40 nanogrammes par litre. Pour obtenir environ 85% de la population au-dessus de 75 nanomoles par litre, il faudrait 2000 par jour. Certains auteurs considèrent que la dose physiologique est d'au moins 7000 unités par jour pour des adultes ayant un indice de masse corporelle normal, soit une quantité équivalente à celle que le corps peut produire en seulement 10 à 20 minutes d'exposition au soleil. Selon l'étendue de la surface corporelle exposée, la position du corps, la pigmentation de la peau, l'âge et la position du soleil. Aujourd'hui, la dose recommandée est toujours de 600 unités par jour, bien que ce chiffre soit manifestement le résultat d'une erreur de calcul. 600 unités sont recommandées, mais si une personne est exposée au soleil pendant seulement 20 minutes, elle peut facilement produire 10 000 unités. Il y a un écart évident entre la pratique médicale et l'état actuel des connaissances scientifiques. Étant donné la variabilité intra-individuelle du dosage de la vitamine D entre différents laboratoires et surtout de la résistance à la vitamine D, surtout en cas de maladie auto-immune, certains auteurs proposent de surveiller les doses efficaces de la vitamine D par la surveillance de la PTH. La concentration de ces deux hormones évolue en sens inverse. La résistance à la vitamine D est l'élément clé des maladies auto-immunes. Mais d'où vient cette hypothèse de résistance à la vitamine D? Dans cette étude réalisée en Finlande, les auteurs ont trouvé des preuves que différents individus affichent une réponse moléculaire et biochimique différente à la même dose de supplémentation en vitamine D3 à long terme ou en bolus unique. Initialement, dans l'étude VID-MET, 71 personnes âgées prédiabétiques ont reçu un supplément de 0, 1600 ou 3200 unités de vitamine D3 quotidiennement pendant 5 mois d'hiver en Finlande.
Ces travaux se sont concentrés sur les effets de la supplémentation en vitamine D sur l'expression de l'ARN messager de 12 des gènes régulés par la vitamine D et sur plusieurs paramètres de laboratoire affectés par la vitamine D. Avec l'aide de ces biomarqueurs, le groupe a pu montrer en 2015 que même des doses élevées de vitamine D3 supposées adéquates, soit 3200 unités, n'étaient pas en mesure d'exercer des effets régulateurs de la vitamine D attendus chez tous les sujets. En se concentrant uniquement sur le système de rétroaction de la parathormone PTH, un total de 25% des patients n'ont montré aucune réponse adéquate de ce paramètre de laboratoire. Concernant les 36 paramètres à tester, Kalber et ses collègues pourraient regrouper leurs patients en 24% de faibles répondeurs, 51% de répondeurs moyens et 25% de répondeurs élevés. En 2017, le groupe a pu reproduire ces résultats dans une autre étude dans laquelle une cohorte d'étudiants finlandais en bonne santé a reçu 80 000 unités en bolus, avec des taux de réponse faibles similaires. Ces données ont fourni une confirmation in vivo qu'il existe un spectre de différentes réponses à la vitamine D, avec environ 25% d'une population ne répondant pas de manière adéquate aux doses conventionnelles de vitamine D3. Ils peuvent nécessiter des doses variables individuellement, mais plus importantes. En effet, l'idée de la résistance à la vitamine D a été proposée pour la première fois en 1937 par Albright, Butler et Blomberg sur la base de l'observation que dans de rares cas de rachitisme chez les enfants, de très fortes doses de vitamine D étaient nécessaires pour soulager les symptômes. Il a été montré plus tard que la résistance à la dihydroxyvitamine D chez ces enfants est fréquemment causée par des anomalies héréditaires du récepteur de la vitamine D, le VDR. Cette résistance du récepteur de la vitamine D entraîne une hypocalcémie, une hyperparathyroïdie secondaire et un rachitisme. Elle est aussi présente chez environ la moitié des patients ayant une alopécie.